Ce combat-là repart en termes de combat littéraire des formes à chaque génération. L'édition, c'est aussi un métier de passion, mais c'est un métier de conviction. Tout à coup, il y a cette nouvelle génération de gens passionnés. C'est très encourageant. On réalise nos rêves, mais en réalisant les rêves des autres aussi. 50 ans après les débuts de l'édition féministe au Québec, être éditrice aujourd'hui, c'est porter un héritage vivant. Celui de femmes qui ont ouvert la voie, bousculé les codes et prouvé que la littérature pouvait et devait être un lieu de transformation. Les éditrices d'aujourd'hui poursuivent ce travail avec la même audace, dans un élan bien à elles. Elles réinventent l'avenir en créant des livres qui font résonner les voix de la marge. Mais comme les 50 dernières années nous l'ont si bien appris, les défis restent immenses pour cette nouvelle vague. Alors, quel est le secret qui garde notre édition contemporaine féministe si vibrante? Je m'appelle Catherine-Emmanuelle Brunet et dans ces 2 épisodes spéciaux de Secrets d'édition, nous revenons sur 50 ans d'histoire, de lutte et de passion éditoriale. Ténacité, conviction, ténacité, ténacité, amour, conviction, force, Chut! Secret d'édition. Je pense pas que s'il n'y avait pas eu un petit coup là, de pied au derrière du destin, que j'aurais osé ou que je me serais autorisée comme entrepreneur culturel, éditrice fondatrice. On entend ici Geneviève Thibault, fondatrice du Cheval Doux, qu'elle dirige depuis 2014. Une maison qui a su faire émerger une génération d'autrices et d'auteurs d'ici, avec une voix sincère et profondément humaine. J'ai fondé La Miche aux éditions de La Courte Échelle, qui était une division éditoriale et que j'ai bâti le catalogue là-bas pendant 3 ans. Et avant, je travaillais à La Courte Échelle comme éditrice, où je représentais le secteur adulte et je faisais du développement pour la littérature adolescente. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens. Et au moment de la restructuration de La Courte Échelle et de son rachat, tous les éditeurs ou les éditrices ont perdu leur poste. Et là, j'étais dévastée parce que je venais de bâtir quelque chose en croyant assurer la pérennité d'un catalogue. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens autour de moi m'ont dit « Mais pars ta maison d'édition ». Et notamment des écrivaines et des autrices. Et surtout Sophie Bienvenue. Donc Sophie a dit et contre l'avis de son agent, si tu fondes ta maison, je t'offre un roman. Ce premier roman dont Geneviève parle, c'est Chercher Sam, de Sophie Bienvenue. Un livre d'une délicatesse percutante qui nous plonge dans la solitude d'un jeune homme en marge à la recherche de son chien et de lui-même. L'histoire derrière mon arrivée en édition est un peu floue, mais dès mes premières années à l'université, je me suis impliquée auprès d'une revue littéraire qui s'appelait auparavant Main Blanche. C'est devenu Grands Espaces. C'était une revue littéraire où on travaillait des textes de création et il y avait un peu cette horizontalité de on est tous des étudiants, étudiantes et on discute autour du texte pour publier cette revue. On entend ici Mélissa Labonté, directrice générale et éditrice au Norrois, une maison fondée en 1971 qui façonne la poésie comme on façonne une œuvre d'art. Un art total qui tisse des liens entre les mots et la matière. Et ça m'a donné un peu la piqûre de, justement, d'être dans cet accompagnement-là. Il y avait quelque chose de très humain dans ce fait d'être dans l'extrême vulnérabilité, mais d'un côté comme dans l'autre. On accueillait les textes, mais en même temps, on prenait le risque aussi de donner des commentaires, de discuter, de parfois avoir tort aussi. Puis il y avait cette discussion-là qui était pour moi très vivant. Il y avait quelque chose qui s'est révélé à moi à ce moment-là. Pour Mélissa, tout a commencé par une rencontre. Celle de Paul Bélanger, alors co-directeur du Norrois et professeur de poésie à l'UQAM. Dans un de ses cours, elle découvre le poème « Nous sommes beaucoup qui avons peur » de Geneviève Amiotte, un texte qui provoque chez elle un véritable choc poétique. À travers ses vers, elle comprend que la poésie peut incarner le monde autrement. Peu de temps après, Mélissa fait son entrée au Norrois comme stagiaire, puis comme adjointe administrative. Et quand une occasion se présente, quelques années plus tard, elle saisit le relais de la direction, guidée par la même passion.
À ce moment-là, en 2021, moi, je ne travaillais plus au Noroît. J'avais quitté. C'est Charlotte Francoeur qui avait le poste que j'avais avant. Puis quand Paul cherchait justement à léguer la maison, moi et puis Charlotte, on a décidé d'aller prendre une bière ensemble. On se connaissait même pas. On s'est dit, est-ce qu'on reprend une maison d'édition ensemble? Ça a été le début d'une grande aventure autour de cette bière-là. Je suis tombée dans le milieu de l'édition comme on tombe dans une marmite, comme Obélix est tombé dans la marmite. Mon père était dans le milieu de l'édition. Dans les années 70, il travaillait pour Benjamin, qui est un distributeur de magazines. Graduellement, il a créé toutes sortes de maisons d'édition. Et moi, je grandissais à côté de ça. Et finalement, j'étais très bonne en français. En 1974, il a créé une maison d'édition avec Victor Lévy-Beaulieu et Léandre Bergeron, qui s'appelle les Éditions de l'Aurore. Et quand j'étais au cégep, il m'a demandé de faire de la correction d'épreuves pour les Éditions de l'Aurore. Et ça a été vraiment une expérience très importante pour moi, qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Quand on parle d'édition, difficile de ne pas croiser le nom de Nicole Saint-Jean. Elle dirige la maison fondée par son père, Guy Saint-Jean, tout en jouant un rôle clé au sein de l'ANEL. Nicole Saint-Jean, c'est une femme d'action, de vision et d'engagement pour le milieu du livre. Son parcours est unique. Elle a étudié le droit, travaillé dans le milieu muséal, avant de revenir un peu plus tard à ce monde du livre qu'elle n'avait jamais vraiment quitté. J'ai réalisé une chose, j'étais pas faite pour être fonctionnaire. Et là, j'étais à la fin de la vingtaine et papa avait créé la maison d'édition Guy Saint-Jean Éditeur en 81. Il faisait 8 ans qu'elle existait. C'était une toute petite maison de rien. Et papa m'a dit, si t'aimes pas ça, faire ça, tu peux venir avec moi. C'est une petite maison, mais on voyage beaucoup. Puis j'ai embarqué avec mon père en 89. Je dois dire naïvement que dans mes débuts dans l'édition, comme je baignais dans ce milieu-là et que j'avais été élevée par des parents qui étaient féministes, mais moi, je pensais qu'il n'y avait plus de problème, moi. Moi, je pensais que la révolution féminine, c'était fait, c'était réglé. Donc, je ressentais pas le besoin de défendre ça parce que c'était réglé. Mais c'est après, quand je suis sortie un peu de ce milieu-là, dans des milieux plus conservateurs et traditionnels comme le droit et les affaires, que je me suis rendu compte que je m'étais trompée beaucoup. Puis que moi, je dois apprendre à naviguer là-dedans. Mais je ne l'ai pas fait tellement directement à travers les choix éditoriaux de ma maison d'édition. J'ai toujours quand même été sensible à des sujets. Quand j'avais des sujets qui s'offraient à moi, je sautais dessus. Comme, par exemple, on a publié il y a plusieurs années un livre qui s'appelle « Modèle recherché avec le gris », qui est un recueil de témoignages sur tout ce que les personnes qui sont trans, bisexuelles, homosexuelles ont vécu. C'est des personnes connues et moins connues qui racontent leur expérience. Puis pour moi, c'était très important. La fondation de la maison s'est faite en 2006, sur un coup de folie, je pense. On peut le dire un peu comme ça. Florence Noyer fait partie de ces éditrices qui ont marqué le paysage littéraire contemporain. Elle a fondé les éditions Héliotrope en 2006, après avoir fait ses armes dans plusieurs maisons et diffuseurs, de Fidès à Luxe, en passant par les presses de l'Université de Montréal. Et Florence est impressionnante. Elle défend des voix qui me sont chères, comme celle de Martine Delvaux et de Kev Lambert. On a fondé la maison avec Olga Duhamel. C'est une maison sous le signe du soleil, qu'on voulait de manière un peu provocante, solaire, un soleil vital, mais aussi un peu dangereux. Bon, la maison s'est créée dans un moment de renouvellement des maisons d'édition au Québec. On est arrivé avec d'autres nouvelles maisons, La Peuplade, Mémoire d'Encrier, Alto, etc. Donc on faisait partie de cette nouvelle génération d'éditeurs. Et avec Olga, on avait envie de créer une maison d'édition entièrement dédiée à la littérature. Donc c'était vraiment
notre projet, une maison férocement littéraire, ouverte à toutes les autrices, quel que soit leur âge, leur style. Au fond, on ne voulait pas du tout embrigader des textes littéraires dans un programme strict. On voulait vraiment laisser un espace assez libre à ces autrices. Et la seule exigence qu'on pouvait avoir, c'était, qui est toujours le cas, une exigence littéraire et aussi la force du style au fond. Être deux femmes qui créent une maison d'édition au Québec et qui arrivent à la monter, déjà naturellement, il y avait une possibilité là, un chemin qui avait été ouvert par d'autres avant nous, dont le Remue-Ménage et d'autres maisons. Oui, nécessairement. Après, il y avait aussi une réflexion féministe, forcément, dans notre démarche, puisque en voulant ouvrir notre catalogue et le plus largement possible à des voix féminines, à des voix féministes, nécessairement, on s'inscrivait avec cohérence dans cette lignée-là de femmes qui nous avaient précédées. Je pense aussi à Louise Dupré, que nous avons accueillie dans notre maison et qui avait déjà aussi fait partie de plusieurs aventures dans d'autres maisons. Poète, romancière et essayiste, Louise Dupré signe une œuvre marquée par la mémoire et la reconstruction. On lui doit entre autres le recueil Plus haut que les flammes, lauréat du prix du gouverneur général, et le roman L'album multicolore, 2 livres où l'intime se fait universel. On avait envie de s'inscrire dans ce... Enfin, naturellement, on pouvait s'inscrire dans cette lignée-là et en même temps, on avait le sentiment de pouvoir ouvrir encore d'autres chemins. On publie principalement du roman. Donc déjà, on n'avait pas le projet, nous n'avons pas le projet de publier des essais féministes, même si c'est très important et si on les lit. Mais on n'était pas dans une démarche de publier des essais sur le sexisme, sur les inégalités, sur les violences. Mais par contre, on pense, et on le pense toujours très très fortement, que la littérature, le roman, dans son sens le plus ouvert du terme, peut aussi aborder et questionner et provoquer, bousculer les injustices sociales dans lesquelles nous évoluons. Donc, dans ce sens-là, le travail d'Héliotrope autour de la fiction, c'est vraiment de pouvoir aussi passer de l'intime au politique, ou en tout cas traiter par le biais de la fiction de sujets qui aussi s'inscrivent dans ce mouvement-là. Ce que Florence vient de dire à propos de bousculer les injustices sociales, c'est exactement ce qui définit l'édition féministe d'aujourd'hui. C'est un prolongement direct du travail des pionnières qui ont tracé la voie il y a 50 ans. Et cette force continue de se déployer, d'inspirer d'autres éditrices comme l'explique Geneviève. Je pense pas qu'on pourrait dire qu'il y avait tant de modèles que ça d'éditrices. C'est sûr qu'il y avait les très grandes, là, comme Rachel aux éditions Remue-Ménage qui existaient depuis une trentaine d'années à ce moment-là. Il y avait Florence Noyer et Olga Duhamel chez Héliotrope. Il y avait Mélanie Vincelette aux éditions du Marchand de Feuilles. Mais c'était des femmes qui n'étaient pas seules, qui étaient en partenariat avec quelqu'un d'autre ou qui faisaient dans une littérature plus militante. Donc, même si j'avais de très, très beaux modèles depuis l'âge d'or de l'essor des maisons indépendantes au Québec dans les années 2000, on parle d'Alto, on parle évidemment du Cartanier, on parle de ta mère, j'avais déjà de la misère à m'envisager comme avoir cette posture d'autorité, avoir ce capital symbolique-là, moi. Alors déjà, ce que je dois aux écrivaines, aux autoristes qui sont au cheval doux, c'est de m'avoir autorisé à le faire, ce geste-là. Le chemin de Mélissa au Noroît est un peu différent. À la tête d'une maison déjà bien ancrée, elle s'appuie plutôt sur son héritage pour en élargir la portée. Les éditions du Noroît ont été fondées par un couple, René Bonenfant et Céline Fortin, qui étaient à la fois poète et illustratrice. À la base, le Noroît est né pour justement créer un dialogue avec les arts visuels et la poésie. Et c'était l'idée de justement faire des livres qui sont contre un peu la conformité. Donc en 71, c'était une précurseur en quelque part qu'une femme dirige une maison d'édition. Remue-Ménage, Pleine Lune vont venir un peu plus tard. Donc déjà d'avoir dans cette historique de la maison cette femme qui a osé. Oui, je me sens en quelque sorte héritière parce que sans elle, sans ce couple, le Noroît n'aurait pas cette belle vie qu'elle a aujourd'hui. C'est vrai que le Noroît, en 71, n'est pas né dans un mouvement idéologique ou d'un mouvement une volonté de transmettre un message social à proprement dit.
C'était pas tant être le poing levé, mais plutôt la main tendue. En peu de temps, le paysage littéraire a beaucoup changé. On peut le remarquer juste par la direction des maisons d'édition en ce moment. Il y a vraiment un revirement, en fait, de plusieurs femmes occupent des postes d'éditrices, même de directrices. Et je me souviens, c'est ça, quand je commençais dans les salons du livre, par exemple, je regardais autour de moi, je me retrouvais pas vraiment. Puis je me souviens de trouver refuge au stand de remue-ménage. Aussi, je pense à Geneviève Pigeon, à l'instant même, qui venait de reprendre la direction de l'instant même, qui m'a tellement aidée aussi à me sentir à ma place aussi. C'est des rencontres comme ça qui font toute une différence et qui participent aussi à changer le paysage puis le milieu dans lequel on évolue. Vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, quand on parlait de l'importance du collectif au début de l'édition féministe? Eh bien, sans surprise, c'est toujours une force bien ancrée aujourd'hui. Ce sentiment de refuge que décrit Mélissa, c'est aussi celui dont parle Geneviève. L'édition, en ce qui me concerne, c'était... ça n'a pas été possible sans sororité, évidemment, sans travail collectif et collaboratif avec des femmes, mais aussi avec d'autres alliés, que ce soit des hommes ou des personnes non-binaires ou des personnes marginalisées. Je pense qu'il n'y a rien qui existe en termes de lutte sociale ou de lutte féministe en littérature et dans l'édition sans qu'on pense à des filiations ou à des sororités à travers l'histoire. Parce que je pense qu'on est passé collectivement, même si j'ai un peu peur de l'avenir, à une conversation entre femmes dans la cuisine ou à revendiquer une chambre à soi. Lieu pour écrire, pour créer, pour plus de justice ou pour travailler, etc., à un discours plus collectif qui a pris une place et une dimension qui est devenue acceptée, discutée, pertinente et importante dans la société. Et ça s'est fait en édition avec des sœurs, des mères, des grands-mères, des arrière-grands-pères ou d'autres personnes. Là, on revient à il y a 50 ans. Tous les livres qui sont publiés au Cheval Doux sont définis par des filiations littéraires aussi. Donc, derrière Michaela Nicole ou derrière Fanny Britt, il y a Rachel Coste, mais il y a aussi Catherine Mavrikakis, il y a Maggie Nelson, il y a comme d'autres femmes qui sont là pour chacune de ces écrivaines-là, qui les ont inspirées abondamment. Mais on a aussi cette idée que les femmes sont passées d'un discours de la marge ou un discours où on les a invisibilisées puis un petit peu tassées à une certaine reconnaissance ou un certain capital qu'on leur a accordé sur le laboratoire des formes puis des dispositifs. Parce qu'un acte littéraire, la littérature, c'est toujours réfléchir. C'est toujours réfléchir à ce qu'on va faire, comment on va l'écrire et tout ça. Donc, des femmes qui ont mis en valeur la littérature de l'intime, par exemple, que ce soit Lise Dupré ou que ce soit Virginia Woolf dans le Flow of Consciousness, quand c'est repris par Fanny Britt, comme presque 100 ans plus tard, est-ce que cette littérature-là acquiert une valeur ou une légitimité pour ce qui se passe dans l'intime au fil des générations? Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles représentations et des nouveaux récits grâce à ça? Donc, la littérature féministe va toujours se définir, par des convictions, par des discours, des propos, mais aussi par des nouveaux dispositifs, des nouvelles formes et des nouvelles représentations. Et ces représentations-là, ils sont inventées par les écrivaines, les autrices ou les autoristes. Ça va être un petit laboratoire d'invention, un laboratoire de pertinence qui va réinventer les discours, qui va apporter du neuf, un matériel de discussion socialement, mais qui va aussi être quelque chose qui va se transposer dans la littérature dominante qui va devenir le canon. Quand j'ai commencé personnellement, le canon, c'était le roman. Le grand roman très verbeux, très puissant, omniscient. Maintenant, la plupart des femmes ont pratiqué ou des personnes
marginalisées ou des personnes non-binaires ont pratiqué d'autres formes parce qu'elles avaient d'autres choses à dire, sur d'autres récits qu'il fallait mettre en lumière. Il fallait qu'elles réfléchissent à pourquoi, comment, quand elle allait le dire. Et ça passe par l'invention des genres. Il y a souvent des genres qui ont été minorisés aussi, puis invisibilisés, dénigrés, parce qu'on a dit que c'était des genres qui étaient pratiqués par des femmes, que ce soit le journal, le témoignage, l'autobiographie, l'autofiction, qui maintenant ont acquis une place dans les pratiques littéraires et que ça continue. Ce combat-là repart en termes de combat littéraire des formes puis d'invention des nouvelles représentations à chaque génération. J'ai encore envie de revenir à nos pionnières du précédent épisode. L'édition féministe est née d'une réponse à un ordre établi qui, trop souvent, excluait les voix de la marge et limitait l'exploration de nouvelles formes littéraires. Et cette réponse est toujours nécessaire, comme nous l'explique Florence. Moi, j'ai travaillé de nombreuses années dans d'autres maisons d'édition, donc qui m'ont formée. Mais c'est vrai que je ne retrouvais pas nécessairement dans ces maisons cette voix, ces voix que j'aimais, que j'aurais aimé retrouver. Donc à un moment donné, je prends cette décision de créer mon propre espace de création en disant il y a du possible, il y a encore un territoire largement inexploré, inconnu, porteur d'extravagants projets. Et ceux-là, je les ai pas encore lus, je les vois pas, mais je pense qu'il faut créer un espace pour que ça soit possible. Cette définition assez large que l'on a autour du roman chez Héliotrope, je pense, a permis des récits hybrides qui viennent un petit peu bousculer la conception classique qu'on pouvait avoir du roman, de la fiction, et en ce sens accueillir des nouveaux projets. Et je crois qu'on a été assez surpris de voir que les projets sont arrivés quand même assez nombreux et ont provoqué pas mal de choses intéressantes. Je pense, par exemple, à l'aventure d'une publication de Marie-Pierre Lafontaine, Chienne, qui est une autofiction qui a beaucoup marqué, qui a beaucoup bousculé, je pense, le lectorat et nous-mêmes. Paru en 2019, Chienne, de Marie-Pierre Lafontaine, raconte la survie et la mémoire des violences. Nous sommes plusieurs à avoir été happés par la justesse et l'intensité de ce livre. Impossible de rester indifférent à l'écriture de Marie-Pierre. C'est vraiment puissant. On a amené les lecteurs en dehors de leur zone de confort avec un texte qui était en forme de fragment, qui était une autofiction sur des questions difficiles, la question de la violence sexuelle. Il y a eu un avant et un après. Je crois que c'est ce genre de texte qui nous intéresse aussi de défendre dans la maison. À côté de cela, la grande figure de Proust dans cette maison, celle qui est au-dessus de nos têtes, c'est Marguerite Duras, parce que si la maison porte le nom d'Héliotrope, c'est beaucoup à cause de Marguerite Duras. Le mot héliotrope est tiré d'un de ses romans. C'est une femme romancière qui croyait dans la toute-puissance de la littérature. Elle pensait qu'à partir du roman, du romanesque, on pouvait dire beaucoup de choses, et peut-être même de manière peut-être parfois plus forte et plus audible que certains essais, certains textes qu'on pouvait lire. Et c'est une figure importante encore pour moi, c'est non seulement comme lectrice, mais aussi dans la maison. Chaque genre apporte sa pierre à l'édifice, c'est-à-dire que je pense que la fiction a son rôle à jouer. En littérature jeunesse aussi, c'est très important, que ce soit, il y a beaucoup de textes féministes dans les albums pour enfants, il y a en BD de plus en plus. J'ai l'impression aussi que tout ça aujourd'hui se décloisonne, et c'est tant mieux, parce qu'on voit, quand on regarde la production actuelle, on voit tous les genres en fait émerger. Il y a beaucoup de textes assez féministes qui sortent aujourd'hui, qui sont pas confinés à certains rayons dans des librairies dites féministes, etc. Donc ça aussi, il y a une espèce de décloisonnement, en tout cas je veux y croire, et je pense que les nouvelles générations sont aussi ont des sensibilités qui sont différentes, et sur ces enjeux-là. Et je pense que là, tout ça se répond, dialogue, alors la fiction, à côté des essais et à côté de tout le reste de la production, a toute sa légitimité. Oui, tout à fait. Il faut décloisonner l'édition féministe. Mélissa partage d'ailleurs aussi cette vision en expliquant le rôle de la poésie dans le mouvement depuis 50 ans.
La poésie apparaît souvent dans des moments d'urgence, des moments où le langage doit se réinventer, comme si le langage n'était pas suffisant pour nommer des réalités. Je pense que les femmes ont beaucoup, en fait, au Québec, navigué dans la poésie pour se donner le droit d'exister, mais dans une idée que leur narration n'allait pas être lisse, comme par exemple celle du roman, où on est dans une narration qu'on se raconte, mais qu'on devient aussi un peu une fiction de soi. Dans la poésie, on est direct dans le plus intime. Et souvent, cette intimité des femmes, c'est ce qui a toujours fait peur, qu'elles soient nommées. Et je pense que c'est par la poésie qu'elle a été nommée le plus près de sa vérité. Je pense que toutes ces idées-là derrière la poésie a été vraiment bénéfique pour l'avancée de cette réinvention du langage, mais aussi de la société, puis de l'imaginaire et de la culture. Les rencontres les plus marquantes, je dirais que c'est souvent les premières fois. Donc, par exemple, dans la première année où moi et Charlotte, on a repris le Noroît, on publiait Louise Dupré avec son recueil Exercice de joie qui terminait sa trilogie après Plus haut que les flammes et La main hantée. Louise, on y revient, bien sûr. Quelle figure marquante! En plus d'être publiée chez Héliotrope, Louise a aussi des écrits chez Le Noroît. Pour moi, Louise Dupré est une grande autrice que j'ai toujours tellement admirée. Et là, je viens de reprendre le Noroît et je me retrouve dans sa cuisine, chez elle, à parler de son texte, avec une approche tellement généreuse qui m'a jamais fait sentir comme si j'étais pas à ma place ou comme si j'étais trop jeune ou comme si j'avais pas assez d'expérience. On était vraiment là comme deux amies à discuter autour de son texte. Elle me raconte des anecdotes avec Anne Hébert. J'en reviens juste pas d'être là chez elle, dans son intimité. On dirait que toute la nervosité est partie. Je me suis dit, oui, c'est vrai, j'ai le droit d'être là. Et en fait, je devais pas prétendre que j'étais quelqu'un d'autre, au final. Puis sinon, dans la première année aussi, on a repris le Noroît. On a signé une vente de droits pour que, justement, l'œuvre de Denise Desautels entre dans la collection Gallimard en France, la collection de poésie. Elle devenait la première femme à entrer dans cette collection-là et la première québécoise après Gaston Miron. Denise Desautels, une autre grande voix de la poésie québécoise. Figure phare du Noroît, elle explore depuis plus de 40 ans la fragilité du monde et les liens entre le corps et la parole. Il faut imaginer, moi et Charlotte, à Paris, on s'en va dans les bureaux de Gallimard, on vient de reprendre le Noroît. On dit, mais c'est quoi cette vie, en fait? On réalise nos rêves, mais en réalisant les rêves des autres aussi. Donc, il y a quelque chose de tellement magique dans ce métier-là, en fait. Souvent, après un grand bouleversement, comme le backlash des années 90 dans le mouvement féministe au Québec, vient une réponse, une transformation. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec l'émergence de nouvelles pensées, devenues aujourd'hui des repères essentiels de l'édition féministe contemporaine. Geneviève nous donne quelques exemples. Je suis tombée par hasard dans un colisée du livre dans les années 2000, alors que j'étais une jeune femme et qu'on était dans la queue de comète du backlash après Polytechnique au Québec, où le féminisme n'était plus du tout à la mode. Audre Lorde, qui est une afro-américaine, lesbienne, féministe, poète, essayiste, qui a jeté les bases de la pensée intersectionnelle, là, parce que maintenant, la pensée féministe s'inscrit dans deux grands mouvements, qui est le féminisme intersectionnel et la pensée décoloniale. Et elle était traduite et publiée aux éditions 3, où j'ai connu aussi Catherine Mavrikakis avec Deuil, cannibale et mélancolique, qui est une grande écrivaine et féministe de la colère et des migrances là, au Québec. Donc, ces femmes-là, je les ai connues grâce à des universitaires de l'ombre comme Anne-Marie Alonso qui ont décidé de traduire ou de publier ces textes-là.
Et Aude Lord menant, avec ses réflexions sur, comme il appelait ça, les oppressions croisées à cette époque-là, ça a vraiment jeté les bases de la pensée intersectionnelle, c'est-à-dire comment ton âge, tes capacités physiques, es-tu une personne valide ou handicapée, ton genre, ton ethnie, ta provenance, tout ça peut se croiser pour faire de toi une personne qui va avoir différentes luttes. Alors déjà, mon féminisme de féminisme blanc, qui était comme un peu refoulé sous le tapis par la société québécoise, grâce à d'autres femmes qui étaient déjà des éditrices, des traductrices, il s'est forgé dans des années où c'était pas un discours ambiant ou dominant. Puis ça nous mène à Nelly Arcan, par exemple. Ça aurait été étrange de faire un épisode sur l'édition féministe au Québec sans faire référence à Nelly Arcan. Impossible d'oublier son premier roman, Putain, sorti en 2001, ou Folle, un autre de ses romans qui a créé tout un choc au Québec et en France. Elle a été une des premières à parler de façon vraie et brutale de la construction de soi à travers le regard des autres. Quand j'ai découvert Nelly Arcan, dans les années 2000, j'étais avec Putain. J'ai dû la défendre dans des émissions radiophoniques où on remettait en cause le genre qu'elle pratiquait, qui était l'autofiction, son image, ce qu'elle avait fait dans la vie. Donc, elle ne pouvait pas avoir de crédibilité littéraire parce qu'elle aurait été soi-disant une prostituée, que c'était une belle femme qui était comme complètement aliénée par son apparence, etc., qui reconduisait ce qu'elle disait nécessairement dénoncer dans ses livres, comme la chosification des femmes, la burqa de chair arrivera un petit peu plus tard, le commerce marchand qu'on fait du corps des femmes. Je dirais cette espèce de grandeur littéraire là, de pertinence littéraire qui a comme influencé 2 générations d'écrivains et d'écrivaines au Québec. Un genre décrié puis déconsidéré à l'époque, c'était la lutte contre l'autofiction qu'on disait nombriliste. Donc, il fallait le défendre. Un des plus grands défis que j'ai eu comme éditrice, c'est de faire reconnaître et de faire défendre des textes dans l'horizon public, chez les lecteurs et les lectrices, que pour les femmes et les personnes non-binaires et les personnes marginalisées. Donc, c'est un des enjeux féministes de l'édition. Je pense qu'il faut continuer à être courageux. Je pense qu'il faut continuer à croire aux textes qui nous interpellent et à les porter. Je pense qu'il faut continuer à aller chercher des textes qui peut-être ont été confinés à la marge et les amener justement dans la lumière. Je crois qu'il faut se battre pour ça, pour ce à quoi on croit. Je crois que l'édition, c'est aussi un métier de passion, mais c'est un métier de conviction. On voit aussi, et c'est la beauté de ce métier, c'est qu'on arrive à faire bouger beaucoup de lignes sur des textes qui nous paraissaient peut-être au départ plus marginaux. On voit parfois que le miracle existe et que on arrive à les faire entendre par le plus grand nombre. C'est un peu ça aussi la trajectoire qu'on peut espérer, de continuer ce travail de défricheur, d'être à l'écoute des nouvelles voix, de faire le lien entre les générations, pas nécessairement publier les plus jeunes et laisser les moins jeunes de côté. Je pense que c'est ensemble, dans le dialogue aussi intergénérationnel, qu'on peut aussi continuer à ouvrir des chemins. Et donc pour moi, c'est de continuer à croire dans la force des textes, dans leur pouvoir. Une des voix au cheval doux qui me fascine particulièrement en ce moment, mais qui, je dirais, qui a contribué à me bouger, à m'éduquer aussi, là, parce que chaque cohorte qui arrive en littérature ou dans l'édition nous arrive avec ses nouvelles convictions, ses luttes, mais aussi sa nouvelle boîte à outils, son nouveau langage, c'est Alex Vien, évidemment. Alex Vien... tout ce que ça a pu apporter avec ses romans Les Pénitences en 2022 ou avec Combustion libre encore maintenant en 2025 à Aimé Verrette et à moi, ça a été incroyable parce que un moment où on commence peut-être à s'asseoir dans un certain confort, certaines revendications qui nous concernent nous seulement, ou certains discours ou certaines formes en littérature. Avec Alex Vien, ça a été
de re-questionner notre rapport, par exemple, même aux formes de conjugaison inclusive ou épicène dans la maison, comment on pouvait faire de la littérature en fiction, parler de culture de la pauvreté, parler de culture queer, de représenter ces cultures-là dans un récit ou dans un roman ou en fiction, par exemple, sans mentionner le genre des personnages. De quelle façon la narration va se faire, comment ça va être écrit, comment ça peut rester incarné et parlant. Donc, il y a tout ça. Et ça, c'est un autre aspect qui définit bien les nouveaux courants de l'édition féministe. Tout ce qui touche à l'inclusion de la langue, à la manière de la transformer et de l'ouvrir. C'est un virage important qui réinvente non seulement ce qu'on écrit, mais aussi comment on écrit. De porter, par exemple, cette écriture inclusive ou cette écriture queer-là. Donc, tout ça, il y a des chocs. Il y a des chocs qui sont salvateurs. Il y a des gens qui arrivent comme des surprises, des irruptions, puis qui nous obligent à être en mouvement, sans arrêt. Et c'est les plus belles surprises littéraires, ça. La transformation du monde littéraire, oui, elle passe par les nouvelles formes qu'on publie, mais elle s'opère aussi en dehors des livres. Je pense entre autres à une plus grande présence des éditrices dans les lieux de décision du milieu, notamment à l'ANEL, l'Association nationale des éditeurs de livres. Nicole Saint-Jean, présidente de Saint-Jean Éditeur, que vous avez entendu plus tôt, en a fait un engagement central pendant de nombreuses années. Quand j'ai commencé à m'impliquer, en fait, j'ai commencé à travailler chez mon père en 89. Et dès 93, j'ai décidé de me joindre à l'ANEL, c'est-à-dire que la maison d'édition devait devenir membre de l'ANEL, ce qui n'était pas le cas. J'ai convaincu mon père de devenir membre de l'ANEL pour briser l'isolement, parce qu'à l'époque, on était vraiment une très petite maison d'édition. En fait, je disais une TTE, là, une toute petite entreprise. Quand je suis arrivée à l'ANEL, j'ai vu qu'il y avait que des hommes à veston-cravate. Et il y a une fille, Barbara Créry, qui était à la courte échelle, qui était membre du conseil d'administration de l'ANEL, et elle se retirait. Et elle m'avait dit, tu devrais me remplacer au conseil. Et j'avais décidé de me présenter et j'avais été élue. J'étais la seule femme au conseil d'administration, la plus jeune. Et j'ai tout de suite décidé de ne pas me laisser impressionner par les hommes et de les tutoyer. Puis, ça a bien été. J'ai jamais eu de problème avec les hommes, mais j'étais toute seule. Il était très rare qu'une femme soit seule propriétaire d'une maison d'édition. Il y en avait certainement, mais très peu. Elles étaient un peu invisibles. Moi, je pensais que tout était beau dans le meilleur des mondes. Et il y a quelques années, quand le mouvement, moi aussi, est arrivé, et que j'ai découvert que même dans notre milieu du livre que je croyais complètement ouvert, évolué, où le sexisme n'existait pas, j'ai découvert que non, il y en avait, et il y avait des abus de pouvoir. Au début, je pense que j'y ai pas cru. Et j'ai fini par réaliser que ça existe partout. Le milieu du livre n'a pas fait exception. Lui aussi a été traversé par les vagues du mouvement MeToo. Cette période a suscité chez plusieurs éditeurs et éditrices une réflexion sur leurs pratiques et sur le milieu littéraire lui-même. La vague de dénonciation a eu pour effet aussi de révéler une dimension plus toxique à certaines relations de travail, à certaines relations entre éditeurs-auteurs. Puis en fait, on avait besoin de renouveler et de repenser le métier, en quelque sorte. J'ai l'impression que toute la réflexion aussi autour du care, ça vient du féminisme, mais je pense que ces réflexions-là autour du soin, du care, est un peu risible il y a quelques années, dans l'idée que ça reste l'édition, c'est entrepreneurial, c'est l'idée d'avoir son écurie en quelque sorte. Il y avait quelque chose de comme de la possession presque, là, étrange dans le rapport à l'édition. Et je pense que c'était quelque chose qui devait changer, puis l'éclatement a été en effet accéléré, je pense, par cette vague. Oui, on peut parler d'une véritable vague. Le mouvement MeToo a touché tout le monde, sans exception. Et au cœur de l'agitation, pour Florence, l'important, c'était de garder le cap. Notre façon, Olga et moi, de réagir, ça a été de rester très concentrés.
concentré sur notre travail, concentré autour d'abord de nous assurer de ce qui se passait chez nous et d'être attentive à ce qui pouvait se passer, de continuer à publier des textes importants qui s'inscrivaient dans ce MeToo. On en publie d'ailleurs un cet automne, Implosion d'une jeune autrice qui s'appelle Laurence Floresca-Rivard, qui elle a vécu vraiment, et avait 10 ans à peu près au moment du MeToo. Pour nous, c'est important de pouvoir rester concentré et de pouvoir publier encore des textes sur tout ça. Publié chez Héliotrope, Implosion de Laurence Floresca-Rivard est un roman qui explore les fractures du monde contemporain et la fragilité de nos repères. Le livre pose la question, que reste-t-il après l'effondrement de nos cadres? Donc, le mouvement MeToo, en dénonçant des injustices qui avaient été tues ou des gens qu'on avait contraints à se taire, a été comme important aussi comme prise de conscience littéraire pour les femmes ou les victimes, les survivants, les survivantes, en littérature aussi. Là, j'ai devant moi porté plainte de Léa Clermont-Dion. Léa Clermont-Dion a décidé de porter plainte quand 10 ans après les faits, parce qu'elle avait été agressée sexuellement par son patron, par un homme de pouvoir, quand elle avait 17 ans. Quand elle a porté plainte 10 ans plus tard, c'était dans la vague de dénonciation du mouvement MeToo. Mais le livre que ça a donné, c'est son expérience d'un procès. Son expérience de vouloir se faire justice ou prendre la parole ou libérer sa parole, de faire reconnaître ce qui s'est passé, à l'expérience d'un procès du droit 7 ans plus tard. Ce roman-là nous a obligés à prendre conscience chez nous, au Cheval Doux, mais je pense que chez tous les éditeurs, chez toutes les éditrices, qu'est-ce qu'on avait aussi comme responsabilité de constituer des corpus de littérature. Il y a eu les littératures du sida, mais là, il y a une littérature de MeToo qui s'est constituée. Puis ça, c'est comme évidemment que à travers la littérature, c'est là pour rester. Depuis le début du mouvement féministe dans l'édition, on répète que l'intime est politique. Les livres sont des objets politiques. Et ça, Nicole Saint-Jean l'a bien compris. Son implication l'a d'ailleurs menée jusqu'à l'Assemblée nationale. J'ai rencontré Monique Simard au moment où je suis devenue présidente de l'ANEL. Et je me revois, je viens d'être élue, on m'envoie à l'Assemblée nationale à la lecture du budget. Je pars là toute seule et j'arrive là, je connais personne. Puis Monique Simard, qui était à l'époque la PDG de la SODEC, elle me voit, je pense que je me présente, puis elle me prend tout de suite sous son aile. Oh, Monique est tellement attachante. Puis ce que j'aime d'elle, c'est que c'est une femme simple, ouverte, accueillante. Et elle m'a pris sous son aile, elle me présentait tout le monde. Puis j'en ai rencontré quelques femmes comme ça. Puis ça, j'aime beaucoup ça, j'apprécie ça beaucoup. Puis j'admire ça chez ces personnes-là. Alors moi, j'essaie de faire pareil, là, parce que c'est très utile, ça aide beaucoup, puis on se sent moins seul. Puis de voir cette femme-là qui est tellement... Moi, je suis pas du genre... je suis pas batailleuse. Moi, je suis plutôt rassembleuse. Mais quand je vois des femmes qui vont au front et qui se battent, moi, j'admire ça beaucoup. Ce qui me frappe dans ce que raconte Nicole, c'est à quel point les femmes s'influencent, se passent en quelque sorte le flambeau. Cette sororité est belle et vivante, et c'est elle qui permet au mouvement de se renouveler de génération en génération. J'ai rencontré tellement de monde, j'ai appris sur le métier du livre, j'ai appris sur les réalités des autres maisons d'édition, des autres genres, des autres secteurs du livre, comme la distribution, la librairie. Ça m'a donné une ouverture sur tout le secteur qui est vraiment importante. Et depuis que j'ai commencé ça en 93, ça fait très longtemps, je le recommande à chaque nouvel éditeur que je rencontre. Je leur dis, impliquez-vous à l'ANEL. Je pense que j'ai une influence. Quand je regarde ce qui se passe autour de moi, j'ai quand même remporté le prix Fleury-Méplet il y a quelques années. Ça doit pas être pour rien. Et l'année où j'ai été élue présidente de l'ANEL, j'ai trouvé ça tellement cute parce qu'après, au cocktail, il y a 2 jeunes éditrices qui sont venues à moi, qui sont venues se présenter, qui sont venues me dire que j'étais un modèle pour elles. Puis ça m'a jetée à terre. J'avais jamais pensé à ça. J'avais jamais réalisé que je pouvais
pouvais avoir une influence. À partir de ce moment-là, j'en suis devenue un peu plus consciente, mais ça m'a touchée. Comme éditrice, je pense qu'il y a une transmission intergénérationnelle puis une reconnaissance de l'histoire féministe ou de l'histoire éditoriale des femmes et des personnes non-binaires ou queer ou des alliés du féminisme que je peux transmettre. Cette transmission-là est très, très importante. C'est une transmission de savoir-faire. Le futur est toujours habité d'inquiétude, mais c'est aussi pour ça que je suis en poésie. C'est parce que la poésie me permet d'interroger ces inquiétudes-là et de le faire en communauté, donc avec ces autres poètes qui avancent avec moi et de me dire que je vais rencontrer encore d'autres voix, d'autres personnes qui vont changer ma vision du futur aussi. Quand je pense à ça, je me dis que le futur est beau. Pendant de nombreuses années, moi, j'étais un petit peu découragée parce que je me disais que ça intéresse pas les plus jeunes. Je voyais pas de renouveau dans l'édition. Et tout à coup, il y a cette nouvelle génération de gens passionnés qui s'engagent dans l'édition avec beaucoup de conviction. C'est très encourageant. Il faut encourager les femmes d'abord, et je regrette de le dire, mais à avoir confiance en elles. Moi, c'est un travail que je fais au quotidien avec mon équipe. J'ai 59 ans, je m'autorise un petit peu à leur donner quelques conseils dans ce sens-là, c'est-à-dire prendre sa place. Peut-être ma mission, un peu humblement, c'est d'encourager les unes et les autres, notamment la nouvelle génération, à venir et à avoir de l'ambition. Être féministe en édition aujourd'hui, c'est continuer d'oser, mais aussi d'innover, de créer et d'élever des voix littéraires singulières. Qu'il s'agisse de Nicole Saint-Jean de Saint-Jean Éditeur, de Mélissa Labonté du Norrois, de Geneviève Thibault de Cheval-Doux ou de Florence Noyer d'Héliotrope, chacune à sa manière trace un chemin unique et inspirant dans le paysage éditorial québécois. Et avec tous les défis que ça comporte, porter l'héritage de 50 ans de lutte et de création féministe reste un geste fort. Un geste tourné vers l'avenir, qui continue de transformer notre façon de lire, d'écrire et de faire le monde. C'est ce qui conclut nos 2 épisodes thématiques sur les 50 ans d'édition féministe et d'émergence des femmes en édition Québec. Secret d'édition est un balado produit par l'Association nationale des éditeurs de livres, réalisé par Francis Thibault et animé par Catherine-Emmanuelle Brunet. Cet épisode est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et du Conseil des arts de Montréal.